Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row. And it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh, dearie me, what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He sits up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Vignales and Morbidelli. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, donc l'épisode numéro 71 qu'on va appeler le lancement bis de la saison. Pierre, est-ce que t'es là ? Ouais, salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver. Un petit nouveau du coup dans la team depuis... Ouais, on va dire que le confinement a été assez agité, j'ai accueilli un nouveau Ducatista à la maison. Oh là là, ça y est. C'est pour ça qu'il fait du gros son. C'est ça. Steph, comment ça va ? Bah écoute, cela va parce que ça sent quand même, j'allais dire ça sent l'écurie, ça c'est quand on revient, mais oui. ça sent les écuries qui s'installent dans les paddocks Ça bientôt. sent le retour. Ouais, et bon, quand même si on va en parler, le championnat est un peu bizarre, au moins il y en aura un. Enfin, ouais. Il paraît. Je ne sais pas. Il va falloir. Et Stéphane qui est avec nous ce soir, comment ça va Stéphane ? Hello, ça va très bien et vous ? Bon ouais, ça va. On se déconfine gentiment. On est chaud. J'arrête pas de déconfiner, j'en peux plus. Avant de commencer de parler des petites nouveautés, Pierre, tu veux nous parler de Carlo Ubbiali ? Un petit peu. C'est un pilote qu'on avait un peu oublié, mais un pilote incroyable et qui a été l'idole d'un certain Giacomo Agostini. Donc pas n'importe qui non plus. Donc pour être l'idole de Giacomo Agostini, il faut quand même être un sacré pilote. On parle de Carlo Ubbiali, un nonuple champion du monde dans les années 50 et 60. On va faire une petite rétrospective. Donc il est né en 29 à Bergame. Et Carlo participe alors à la toute première édition du championnat du monde de moto de vitesse, donc en 1949, catégorie 125 sur une MV Agusta. Et dès sa seconde course à Assen, il finira 3e et montera donc sur le podium. Et cette année-là, il finira 4e au championnat. En 50, il va passer chez Mondial, gagner son premier GP, celui d'Ulster, et finir 2e à Monza. Il sera vice-champion du monde. En 1951, à seulement 22 ans, il va obtenir son premier titre mondial en 125 et chez la marque italienne mondiale, avec 3 podiums en 5 courses et une victoire. Il perdra son titre en 52, où il est seulement vice-champion derrière le pilote anglais Cecil Stanford sur une MV Agusta. Du coup, il est vexé et repasse chez MV en 53, marque qu'il ne va plus quitter ensuite. Il finira 3e, puis second du championnat en 54. Viennent ensuite ses plus belles années où il va courir à la fois en catégorie 125 et en catégorie 250 cm3. Donc c'était possible à l'époque de courir dans 2 catégories différentes. Donc en 55, il fera 7 courses, 6 podiums et 5 victoires en 125 où il est titré. En 250, c'est un peu plus dur, il ne finit qu'une course qu'il va remporter. En 56, le Graal, il sera titré dans les 2 catégories avec 5 victoires sur 6 courses dans les 2 catégories. 57, une année blanche, mais en 58, il rempile un titre de champion 125. Et 59 et 60, à nouveau un incroyable doublé 125-250. Donc en tout, il aura fait 6 fois champion 125 et 3 fois champion 250. Il a également remporté donc 5 fois le TT à l'île de Man. Donc c'était une course qui faisait partie du championnat du monde. Hein. Mais il faut savoir que la longueur du tracé prenait environ 1h20 à 2h de course selon la catégorie. Donc c'est pas une course comme les autres. Hein. Il y avait des stations service sur le trajet ou... Il a jamais couru en 500 parce que MV Agusta considérait que son physique était parfaitement taillé pour les petites catégories, mais pas pour les grosses. Prends ça, Dani Pedrosa, j'ai envie de dire. Et réputé pour ne commettre que peu d'erreurs, il n'a jamais connu de chute et de blessures graves en 12 ans de carrière. Donc il se retire à 31 ans au sommet de sa gloire, sans commentaire, avec à son actif 71 départs pour 68 podiums, excusez du peu. Ça, les ratios quoi. 39 victoires, 30 tours en course, le plus rapide, à savoir que les pôles n'étaient pas comptabilisés à l'époque. Donc, avant l'arrivée de Giacomo Agostini, justement, il était considéré comme le plus grand pilote italien n'ayant jamais roulé en championnat du monde. Donc, avec 9 titres, il sera égalé plus tard par Mike Elwood et Valentino Rossi, et seulement dépassé par Agostini et Angel Nieto.
En 2001, on va lui décerner le titre de légende du MotoGP. Je pense que c'était mérité. Enfin, il décède donc. Pourquoi on parle de lui? Parce qu'il décède ce 2 juin 2020, à l'âge vénérable de 90 ans, alors qu'il était jusque-là le dernier pilote ayant participé à la toute première édition du championnat du monde encore en vie. Alors oui, du coup, il n'y avait pas de course, ils se sont pas croisés dans les paddocks, mais ça n'a pas empêché les contrats de se signer. Donc du coup, il y a eu quand même l'officialisation de Viñales et Quartararo chez Yamaha Factory. Donc ça, c'était avant le Qatar. Oui. Donc on en avait déjà parlé. Une officialisation chez Honda, du coup. Marc Marquez qui a signé 4 ans. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé. C'est vrai que c'était un très gros contrat. C'était le plus gros contrat de l'histoire du MotoGP, je crois. Ouais, ça, il l'avait ficelé avant cette saison, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec moult années à la clé. 4. 4 ans. Ouais, 4, c'est rien, 4 ans. C'était quoi, 100 millions pour 4 ans, c'est ça? Je sais pas, c'est pas moi qui ai fait le chèque. C'est ça. On parlait plus de 20 millions, je crois, ouais, donc ça doit être ça, 100 millions peut-être. Donc c'est vrai qu'on a la grosse rumeur comme quoi Alex Marquez serait débarqué. À voir. A priori, hein, quand on entend des rumeurs aussi fortes, il n'y a jamais de fumée sans feu, même. Ça serait quand même énorme. Ouais, ça serait trop fort. Ça serait quand même énorme. Trop fort, c'est pas le mot, mais le mec, il a pas. Fort de café. Ouais, voilà, le mec, il a pas roulé. Et... Alors maintenant, du coup, tu fais pas l'affaire. Attends. Bah oui, attends, il a même pas sur roulé. La piste de danse, le mec, il a même pas roulé. C'est sa faute aussi. C'est vrai. Après, ce que j'ai pu, enfin, faut pas non plus oublier qu'il a roulé aux essais, Sepang et Qatar. Et peut-être qu'avec les datas qu'ils avaient, en sachant que la moto était compliquée cette année, Marquez et Crutchlow s'en sont plaints, peut-être qu'Honda s'est dit tout de suite c'est trop compliqué de laisser un rookie dans le team officiel, quoi. C'est possible aussi, ouais. Alors pour mettre en confiance, c'est pas la meilleure des choses quand même. S'il est vraiment débarqué, il aura plus de pression pour rouler cette année, de faire ses preuves. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il pourra casser de la pièce comme en Moto 2. Mais bon, on te renvoie pas un super message. Bon, t'es un peu nul, bon, tu vas aller chez LCA. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que ça peut enlever de la pression d'un côté, mais de l'autre côté, c'est quand même salissant pour l'ego. Et puis, il faut pas oublier que Honda, c'est quand même le plus gros team en MotoGP. Ça fait 2 ans, du coup, qu'ils signent un pilote, donc Lorenzo, et puis ensuite Marquez, qui durerait qu'1 an dans le team. Ça fait quand même sacrément un mauvais recrutement, quoi. Ouais, je pense qu'ils s'en battent les steaks tant qu'ils ont Marc Marquez sous la main. En fait, finalement, t'as à dire, vous mettez qu'une équipe chez Honda, vous enlevez le deuxième pilote, mec avec une équipe. Ça coûte moins cher. Et oui, ils ont qu'à mettre qu'une moto. Hein. Il y a qu'un camion, c'est bon. Là, on est taquin, mais c'est parce c'est toujours sympa de tirer sur l'ambulance. Celui qui domine, surtout outrageusement, quoi, parce que je parle de Honda, oui, c'est même pas Marquez en question, mais c'est le team Honda. Là, moi personnellement, je critiquais leur manière de gérer les trucs. Bon, ils sont pas encore au niveau de KTM. Hein. C'est peut-être la couleur orange qui fait quelque chose. Ça doit être ça. À moins qu'ils aient embauché des gens de chez KTM, on sait pas. Ça on ne sait pas. Ça, tu le sauras bientôt. Pierre, tu veux nous parler un petit peu de ce qui se passe chez Ducati Chez Ducati, ce qui est officiel, c'est que Jack Miller a été recruté dans le team officiel. Donc il monte depuis Pramac vers le Ducati team officiel. A priori, les négociations sont bien avancées entre Dovizioso pour qu'il prolonge chez Ducati sur le deuxième moto, alors que Petrucci du coup perdrait sa place. Encore une fois, là, c'est des spéculations puisque ni Dovi ni Petrucci n'ont officiellement annoncé quelque chose de sûr. Maintenant, bon. En tout cas, le fait que Miller monte dans le team, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Même si Petrucci n'avait pas forcément démérité en début de saison l'année dernière, on a vu que sa fin de saison était plus compliquée. Et alors que la fin de saison de Miller chez Pramac était meilleure en termes de points, si on compare les deux. C'est vrai que même si Petrucci est adorable, Miller, il a un petit truc en plus qui fait que un petit peu plus de peps, un peu plus, j'ai envie de dire télévisuel, je sais pas. Il a les dents blanches. C'est ça. Ouais, Petrucci, ça va. Il est super sympa, le mec aussi. Ouais. Il est super il est adorable. Bah, par contre, Miller, il aurait signé que pour une année, par contre. Ouais, souvent, ils font ça chez Ducati. Quand ils font appel à un nouveau pilote, ils font que pour 1 an. Ils font du 1+1, ouais. Ils font du 1+1.
C'est ce qui s'était passé pour Petrucci. Et pour Lorenzo aussi. Et Petrucci. Bon, après, voilà, Dovi, je crois que ce qui bloque, c'est l'argent. Il veut plus encore. Ah bah, la vache. Il veut plus, alors que Ducati, avec la crise, ils veulent pas donner plus. Ils ont, voilà, c'est un petit constructeur en termes de vente de motos, Ducati. Donc, ça a été dur pour eux, la crise. À voir. De toute façon, ils ont pas 10 000 solutions en tant que pilote là. Après, il y a peut-être Zarco qui aurait pu monter l'année prochaine. Zarco, il est chez Avintia cette année. S'il monte direct sans avoir roulé dans le team officiel, c'est pareil, c'est un move incroyable, j'ai envie de dire. Parce que bon, il disait que Zarco, il le mettait chez Avintia pour justement le préparer pour peut-être le faire monter en première. Ah non, mais je suis d'accord sur le principe, mais encore, il a pas roulé. On sait pas s'il apprécie la moto, quoi. Bref, wait and see, quoi. Hein. On va voir ce qui va se décider. Hein. En attendant, chez Suzuki, donc Rins et Mir ont été confirmés, donc pareil, pendant la période d'inactivité, donc pas de changement. C'était une fin de saison assez bonne pour Rins, même si ça manquait un petit peu de régularité. Et Mir, voilà, faut confirmer, faut progresser. Ouais, moi, ce que j'attends, c'est de voir Suzuki monter une équipe satellite, quoi. Que ce soit X ou Y, mais... Ouais, moi j'attends qu'il s'appuie sur une équipe satellite pour progresser, quoi. On parle d'Aprilia du coup. Donc Aprilia a confirmé Aleix Espargaro pour 2 ans de plus et il y a toujours l'inconnu Iannone. Iannone a fait appel de la suspension de 18 mois que la FIM lui a infligée pour dopage. Ouais. Donc c'est le tribunal arbitral du sport qui va trancher. Donc lui il veut être relaxé, Iannone, il a demandé la relaxe. Par contre l'agence mondiale antidopage, elle, a aussi fait appel de la décision de la FIM devant le même tribunal et elle réclame 4 ans. Donc Iannone de son côté fait appel pour réclamer la relaxe et l'AMA réclame 4 ans au total de suspension. Donc clairement c'est qui tout double là au niveau je pense de Iannone, soit sa carrière est finie cuite ou soit il est relaxé et pourrait éventuellement continuer chez Aprilia à partir de l'année prochaine, mais en tout cas le tribunal arbitral du sport n'a pas annoncé de date dans laquelle il se réunirait pour trancher ça. Ah ouais. Non. Il serait peut-être temps qu'ils y mettent quand même. Ouais, mais du coup c'est Bradley Smith qui commencera au moins pour les 2 premières courses sur Aprilia cette année, en tout cas. Ce qui pose un problème pour le remplacer en moto E, mais bon à la limite c'est pas très important. Ça c'est plutôt accessoire. Mais clairement ouais, l'Aprilia ils savent pas s'ils doivent chercher un top pilote entre guillemets pour remplacer Iannone ou s'ils font confiance à Iannone et à sa relaxe entre guillemets. Ça semble pas terrible. Hein. Ah, c'est compliqué. Ouais. Hein. Après ça peut être je pense que ça pourrait être une bonne piste pour Petrucci quand même aussi. Ah, mais Petrucci n'était pas pressenti chez KTM plutôt? Si, il est pressenti chez KTM, mais franchement, moi je préférerais le voir sur une italienne. Enfin, pour lui, on est plus chez KTM que chez Aprilia quand même. Oui. Un peu plus de moyens, plus de perspectives. Ouais, parce qu'on a parlé du cas Alex Marquez, mais on n'a pas parlé de qui pourrait le remplacer au HRC. Ça pourrait être Paul Espargaro. Après, il y a eu une sortie dans la presse quand même assez inhabituelle pour lui quand même, où il a un peu tapé sur KTM, ce qui voudrait dire que un peu je m'en bats les couilles. Ou voilà, parce que le mec pendant c'est combien de temps qu'il roule chez eux? 4 ans? Ouais, depuis. Ouais, 4 ans. Hein. 4 ans, il a rien dit, jamais rien dit, c'est toujours. Et puis là, tiens, la moto elle est mauvaise, les gars. Elle a quand même pas roulé avec. Donc ouais, c'est assez bizarre de voir tout ça. Bon, après on verra ce qui va être officialisé ou pas, mais ouais. Mais personne s'étrangle avec son café ou son coca quand il entend Paul Espargaro officiel Honda. Excusez-moi, mais c'est quand même pas le couteau le plus aiguisé du paddock. Bah je sais pas, tu verrais qui toi? Ah mais moi non mais je sais pas qui est sur le marché, j'avoue,
Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est quand même des tâcherons. De toute façon, ils n'ont pas trop de choix. Tu veux pas mettre Nakagami et Crutchlow Crutchlow, il est plutôt vers la fin de ses carrières. Nakagami, c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est pas un top pilote. Vu qu'ils en changent tous les ans, je foutrais bien un Crutchlow. Mais bon, attends, je suis pas en train de dire ce qu'ils ont à faire ou quoi, mais c'est juste pour l'expérience, ça m'a semblé loufoque parce que pour moi, son nom et celui de son frère, c'est associé à des trains de savate du paddock. Non mais comparé au reste. Ils n'ont pas les menus les plus faciles du paddock. Non, je suis d'accord, mais c'est comment dire, ils font pas rêver. Voilà quoi, ça m'a juste, en fait, la juxtaposition du terme HRC et Paul Espargaro, ça m'a semblé bizarre. C'est un espagnol. Oui. Voilà. Ouais. Après, j'ai fait Repsol. Je pense que ce qu'on peut dire de Paul quand même, c'est que c'est un bosseur qui se plaint pas justement, il a jamais craché sur KTM, et je pense que pour une marque comme Honda c'est important, et c'est peut-être ce qui leur a fait peur avec Zarco, c'est que Zarco critique la Honda en public. Du coup Paul lui c'est se taire, et c'est un moteur au point, ça fait 4 ans qu'il bosse sur le développement de la KTM. Ah oui, mais malgré toutes les horreurs que j'ai dit des deux frangins, j'estime pas que que c'est des mauvais au sens littéral, mais tu vois, par rapport au Fast d'Honda, on les aurait vus se ruer sur je ne sais quel grand nom, mais effectivement déjà les grands noms sont pas forcément dispo, et puis ils ont peut-être besoin de quelqu'un de fiable. Après, pour l'Espargaro, a quand même son fini dans le top 10 avec sa KTM, donc c'est qu'il n'est pas non plus si mauvais que ça. Non, j'entends bien, mais alors du temps où Lorenzo aurait pu faire quelque chose, ils avaient embauché Lorenzo, tu vois, c'était un peu ça faisait rêver dans le paddock. Puis bon, c'est vrai qu'il est aussi espagnol. Mais honnêtement, si t'es top pilote, est-ce que t'as envie d'être le coéquipier de Marc Marquez ? On a vu ce que ça donnait avec Lorenzo. Non, mais c'est vrai, en plus, cette remarque, c'est à part son frangin, qui est-ce qui accepterait de se faire mettre les burnes sur le nez à chaque course ? C'est délicat, quoi. À l'autre. Un petit toujours bag. Non, mais tu vois le délire, quoi. C'est... Tiens, je te l'ai encore mise. Ouais, non, mais c'est vrai. En fait, peut-être plus que l'annonce de Paul, c'est la potentielle éviction du frangin Marquez avant qu'il ait pu montrer quoi que ce soit. On verra à la limite. Qui vivra verra. Je vais pas faire mon Pascal Pro. Là, il y a un jeu de chaise musicale. Si Paul, effectivement, s'en va chez Honda en remplacement d'Alex. On avait parlé de Petrucci, peut-être pour le remplacer chez KTM, mais ça va se déclencher quand tu auras une première annonce officielle parmi ces signatures. Ouais. Ça va être un petit peu le jeu de domino, quoi. C'est vrai que moi, je me suis souvent plaint que le mercato arrivait un peu trop tôt, mais en plus, avec une saison qui n'a pas commencé, et je sais bien qu'ils peuvent pas faire autrement, attention, mais en tant qu'observateur, ça fait bizarre. Enfin, je pense que je suis pas le seul. Là, j'enfonce une porte ouverte. N'oubliez pas que tout va jouer à Valence de toute façon. Donc, comme l'année dernière avec Lorenzo. Ah oui, une espèce de conférence de presse miteuse là, entre deux bidons d'huile. J'ai un truc à vous dire, suspense. Que vais-je dire ? Que vais-je annoncer ? Non, mais on en parlera après d'ailleurs. Mais de toute façon, tout va se jouer en Espagne, mais vraiment quoi, parce qu'il y a combien de courses là en Espagne ? Tu voulais dire quoi, Stéphane, du coup ? Non. Moi non, je disais, c'est vrai que la conférence de presse était miteuse. Non, miteuse par rapport au niveau de Lorenzo. Oui. Quoi. C'est ça, c'est juste ça. Encore une fois, on va me taxer d'anti-Lorenzo. Mais lui, d'ailleurs, il doit avoir le seum. Il devait faire sa petite wildcard des familles, là, au Qatar. Non, c'était... Lorenzo. Si. C'était pas... Non, c'était en Espagne, à Barcelone, c'est ça ? Ouais, autant pour moi. Autant pour moi. Alors, il la fera peut-être, pour le coup, non ? Je sais pas si c'est remis en cause. Non, ils ont interdit. Ah bon ? Ah, ils ont interdit. Pas Lorenzo, les wildcards. Non, mais je sais bien, c'est pas moi qui suis au règlement, sinon... Bref. Ok, le pauvre. On passe au calendrier. Donc, du coup, il y a eu quand même pas mal d'annulations. C'est-à-dire que il y aura pas de Grand Prix d'Allemagne, des Pays-Bas, de Finlande qui devaient arriver au calendrier, de Grande-Bretagne, d'Australie, du Japon et d'Italie. Évidemment, il n'y avait pas eu de Grand Prix au Qatar. Il s'est couru uniquement en Moto 2, Moto 3. Et il reste quand même un petit peu de dates au calendrier, mais forcément ça va être un petit peu compliqué. Donc il y a des belles courses, des courses légendaires qui sautent, quoi.
Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais tu l'as dit, je pense qu'il y a certaines des courses les plus attendues, comme Assen, qui est au calendrier depuis les débuts du championnat, ou le Mugello, ou potentiellement, il y avait Rossi qui devait prendre sa retraite cette année, qui sont annulées. C'est pénible. D'ailleurs, Rossi, on n'en a pas trop dit, mais a priori, il y a une grosse rumeur qui le confirme chez Petronas, donc normalement, il ne devrait pas s'arrêter. On devrait encore le voir avec son beau 46 pour 1 ou 2 ans, j'espère. Ah, puis ça fera quelques t-shirts à collectionner pour les maboules. Oui. Ce sera plus les mêmes. Petronas, ils vont vendre du goodies, déjà avec Fabio. Ah bah tu m'étonnes. Là, ça va pas être le même championnat, mais je sais même pas si c'est pas lui qui va de toute façon vendre, parce que tu sais, il a son business. Mais Petronas va de toute façon vendre plus de goodies qu'avant, même si d'ailleurs Quartararo leur a fait du bien, j'imagine. Mais c'est vrai que je crois que celui qui m'emmerde le plus, Grande-Bretagne, enfin je veux dire Assen c'est chiant, mais Australie il est quand même super chouette visuellement, et ça fait chier ça. Mais bon, on va pas se lamenter sur tous les grands prix, mais bon, l'Australie ça fait chier. Ouais, mais quand même la France, ils ont su sauvegarder le Grand Prix. C'est vrai. Enfin, oui, ce sera la rentrée scolaire. Il a le bras long, Michi a le bras long contre sauver le siège de Zarco et sauver le Grand Prix de France. C'est pas donné à tous. Ouais, non, mais je trouve que c'est bien que pour une fois en France, on ait pu sauver quelque chose. Donc, il y a de fortes chances que les courses se passent à huis clos. Donc, c'est quasiment sûr. Donc, à effectif. C'est un nouveau circuit, ça, à huis clos ? Ouais, c'est ça. C'est en Pologne. Il y a une ville qui s'appelle huis clos en Pologne. Ah, c'est vrai ? C'est vrai. Ah la vache. Mais ça s'écrit pas pareil. Ils ont un coup à jouer. Oui, c'est clair. Donc voilà, pas nécessairement donc pas de public, et forcément il y aura une présence médiatique limitée, les teams vont être réduites au minimum aussi, donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de tout ça? Je pense que c'est quand même dommage de ne pas avoir de public. Maintenant, si c'est le seul moyen d'avoir des courses cette année, c'est normal. Je pense que la santé des gens est plus importante. Après, à voir qui s'en sort bien du coup en nombre limité sur le paddock. Est-ce que des teams qui ont l'habitude de fonctionner avec des budgets plus serrés, donc déjà moins de monde dans les box, ça va les aider? Peut-être des plus grosses teams habituellement vont être désorganisées, je sais pas. Après, les pilotes, peut-être qu'ils sont contents parce que pendant 3 jours, ils sont moins sollicités, ils peuvent se concentrer que sur les courses. Ça, c'est vrai. Peut-être que pour eux, en fait, même si devant les caméras, ils vont dire c'est embêtant, il y a personne, au fond d'eux, ils doivent se dire pendant 3 jours, je suis pépère, j'ai pas signé les autographes et faire ci, faire ça, les photos. Ils peuvent se concentrer que sur leur boulot, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Après, je pense qu'au niveau des teams, elles seront complètes d'un point de vue technique. Mais forcément, tout ce qui est community manager, les HR, etc., toutes ces personnes-là seront pas là. Hein. Donc, je pense que c'est plus là-dessus que ça va se limiter. Je pense pas qu'au niveau technique, il y ait des restrictions. Enfin. D'accord. Après, on peut aussi avoir une pensée sur tous les journalistes ou les photographes freelance qui sont pas justement estampillés MotoGP officiel, qui travaillent pas pour la Dorna ou pour une chaîne de télévision, qui potentiellement ne pourront pas avoir des accréditations cette année. On en connaît quelques-uns, donc je pense que ça va être dur pour eux. Ouais, ça va être une saison vraiment particulière. Après, pour compléter le point, on va passer au championnat qui va commencer donc le 19 juillet avec le Grand Prix de Jerez, enfin le Grand Prix d'Espagne à Jerez, qui va enchaîner directement le 26 juillet avec une deuxième course à Jerez. Et après, on va continuer avec une course en République tchèque, puis 2 week-ends de suite au Spielberg en Autriche. Et on va reprendre ensuite à San-Marin pour 2 week-ends de suite, le 13 et le 20 septembre, pour enchaîner directement avec la Catalogne le 27 septembre, puis Le Mans le 11 octobre, et Aragon le 18 et le 25 octobre, et Valence le 8 novembre et le 15 novembre. Donc ça fait quand même beaucoup de courses en Espagne. Il y a beaucoup de courses il y a beaucoup de courses à une semaine d'intervalle aussi. Hein. Oui, et beaucoup de back-to-back, et ça c'est ce qu'avait dit Fabio. Il dit il va falloir absolument éviter les chutes, les grosses chutes, on va dire une petite perte de l'avant où tu fais un petit roulé-boulé dans le gravier, c'est jamais agréable, mais s'il n'y a pas de bobo, ça va pas gêner, mais une chute avec de la casse, là ça va être beaucoup plus sensible, on va dire.
Après, il reste peut-être à replacer au calendrier le Kota, le Grand Prix d'Argentine, la Thaïlande, la Malaisie. Après, c'est des courses qui, d'un point de vue logistique, peuvent poser quand même problème, puisqu'elles sont pas en Europe. À savoir que là, tout ce qui va se courir, c'est en Europe. Donc c'est du 19 juillet au 15 novembre. Donc ça fait quand même un calendrier très très resserré. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de place pour emmener le paddock courir outre-mer. Après voilà, peut-être qu'il y aura quelque chose après le 15 novembre, mais ça m'étonnerait. Moi, j'ai le sentiment que la Thaïlande et la Malaisie, ça va courir. Ouais, franchement, en plus la Malaisie, c'est Petronas, enfin, ils sont tellement impliqués dans le MotoGP et sur le circuit de Sepang que je pense qu'ils vont faire du gros lobbying. Et puis la Thaïlande, peut-être qu'ils sont moins regardants. Alors je vais me faire descendre encore. Mais l'année dernière, c'était un Grand Prix qui avait eu énormément de succès. On a vu que les Thaïlandais étaient vachement demandeurs. Et puis, c'est pas, entre guillemets, si loin que ça, la Malaisie. Par contre, partir en Argentine, où le circuit est paumé dans la Pampa, c'est déjà une galère d'habitude pour faire arriver les cargos, les avions cargo avec les motos et les faire repartir. J'y crois pas trop. Et les Amériques, enfin, le quota, avec la gestion du Covid actuelle, je sais pas trop. Ouais, donc on verra bien ce que ça va donner. Hein. Donc petit complément quand même, il va y avoir des courses Moto-E, donc 7 courses sur 3 circuits différents. Donc on verra bien aussi, c'est pareil quoi. Ça va s'intercaler dans ce calendrier. On peut noter que ce sera les premières courses moto électriques au Mans. Bah oui, puisqu'ils ont déjà couru à Jerez et à Misano, donc ils connaissent un petit peu la piste, on va dire. Et puis on verra comment ça va évoluer ce machin. La question que je me posais quand même, c'est par rapport à ce calendrier où on sait qu'il y a des pistes qui avantagent certaines motos. Est-ce qu'il y a une marque qui prend un avantage particulier? Par exemple, on peut se dire que à Spielberg, Honda et Ducati marchent bien. Comme au Mugello par exemple, sauf que le Mugello est annulé. Et là, il y a 2 courses à Spielberg. Peut-être que à Misano, ça tourne plus. Normalement, peut-être que... Après, on connaît pas les motos cette année, en fait, pour pouvoir vraiment répondre à cette question. Pas faux. Il y aurait eu 4-5 courses, on pourrait dire, la Honda, elle est mieux, la Ducati est plus rapide. Mais là, cette année, en fait, on sait rien. On verra ce que ça va donner. Après, effectivement, comme tu dis, Pierre, il y aura une capacité de pouvoir progresser sur la longueur. C'est ça qui va être aussi intéressant, c'est-à-dire voir si les conditions climatiques se stabilisent d'une semaine à l'autre, si les teams vont être capables de passer des steps d'une semaine à l'autre. Ça peut être aussi quelque chose. On verra. Ouais. Après, ça peut être surtout intéressant pour l'année prochaine, puisqu'il y aura des circuits qui vont être beaucoup roulés cette année, notamment avec deux week-ends complets de courses. Donc, je pense que, étant donné qu'ils vont geler les développements moteurs pour l'année prochaine, je pense qu'ils vont être au taquet sur ces courses-là, quoi. Ouais, c'est intéressant en tout cas ce calendrier. De toute façon, fallait bien faire quelque chose. Et c'est la moins mauvaise des solutions. Moi, je trouve qu'il est annoncé quand même assez tôt, de manière à ce que le public puisse se préparer et les pilotes aussi. Parce que mine de rien, on va y revenir un petit peu plus tard, mais toute cette période d'inactivité, ça a été un petit peu compliqué pour les équipes et aussi pour le public, parce qu'il a bien fallu combler d'une manière ou d'une autre. Donc ça a été un petit peu moyen, on va dire. Et puis là, on va voir comment ça va s'articuler, quoi. Mais pour revenir au déroulement de ce championnat qui est très bizarre, et c'est normal qu'il soit bizarre, tout est confirmé à huis clos ou c'est juste Non, c'est pas tout officiellement à huis clos. C'est pas tout en fait. Il faut qu'on attende quasiment Grand Prix par Grand Prix. C'est ça. Ça va dépendre des pays. Par exemple, en Espagne, ça dépend aussi de l'état dans lequel ils sont. Entre guillemets, c'est comme un préfet chez nous qui décidera l'ouverture au public, quoi. Parce que là, si on se propulse en septembre-octobre, c'est peut-être pas la même que maintenant. Donc faut. C'est pas ça. Puis les organisateurs aussi, ils prévoient de faire venir le plateau s'ils ont des rentrées d'argent par rapport au public. Il n'y a pas de public. Ils ont peut-être... mais il reste les droits de TV aussi. Donc. Mais les ondes, quand ils arrivent, les droits de télé.
C'est la Dorna qui les récupère. Donc, est-ce que la Dorna va rendre quelques piécettes au circuit pour dire tenez que le petit peuple s'amuse? Honnêtement, ça Parce que je pense que tu vois, au moins quand t'as 100 000 personnes, t'as une grosse rentrée d'argent, tu vois. Ouais. C'est clair. Non mais par exemple le circuit va pas dire à la Dorna comme nous on n'a pas de spectateurs, vous venez pas. En Formule 1, Barcelone a dit si on court la F1 à huis clos, il n'y a pas de Grand Prix de Barcelone. Ah ok, ils ont fait ça. Ouais. Ah oui, donc ils peuvent, ok. C'est une entreprise aussi, je comprends dans tout cas, mais je pensais que les circuits filaient un peu doux avec la Dorna, tu vois, histoire de pas se faire déprogrammer. Je pense qu'il doit de toute façon y avoir une part des deux. Mais je vois mal la Dorna aussi ne pas refiler quelques piécettes. Si tu veux, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé derrière le rideau fin avril, début mai, quoi, où il y avait des rumeurs sur on va peut-être courir là, et puis peut-être là, et puis peut-être pas là. Et c'est à ce moment-là où justement tu as des grands prix qu'on directement annulés, c'est-à-dire qu'ils ont dit nous on ne courra pas. Et d'autres qui ont dit pourquoi pas, et c'est avec les pourquoi pas que tu construis le calendrier. Ah oui, je savais pas qu'il y avait parfois des gros antagonismes. Je pense pas que ce soit réellement des antagonismes, mais après c'est un petit peu comme ça, quoi. C'est après on en avait parlé un petit peu en off quand on a vu le Japon annulé, on a tous fait les gros yeux parce qu'on s'est dit avec le nombre de constructeurs japonais sur le paddock, et c'est pas les moindres, c'était étonnant de voir le Grand Prix du Japon annulé, mais après voilà, il y a aussi des comme tu l'as dit aussi Pierre, il y a aussi les contraintes du pays d'accueil qui sont là, c'est-à-dire que si le pays ne peut pas dire moi à telle date je vous autoriserai ou pas, après c'est toujours sujet à restriction future si jamais il y a une reprise ou de l'épidémie ou autre. Mais si le pays dit de toute façon ce sera non et jusqu'à tel ordre, c'est bloqué, quoi. Il faut une quarantaine de 14 jours, tu peux mettre les mécanos aux 14 jours en quarantaine, tu vois. Voilà, c'est ça. Après, il y a des pays qui ont fait des choix, ou des circuits plutôt qui ont fait des choix. Par exemple, Silverstone a décidé d'accueillir la Formule 1, mais pas la MotoGP cette année. Après, il y aura les courses de British Superbike, etc. Mais à un moment donné, eux aussi, l'organisateur du circuit, il a un calendrier serré, il peut pas accueillir tous les événements, donc il doit faire des choix. C'est ça aussi. C'est sûr. Ouais. Oui. Parce qu'après, des fois, il n'y a plus de place, la piste elle est occupée tout le temps. Donc je pense que c'est assez compliqué. Et ils ont dû bien se faire des nœuds dans la tête pour arriver là. Et déjà, on va avoir des motos et on va avoir des courses. Et ça, c'est cool. Ça, c'est le principal. Est-ce qu'on a fait le tour? Pierre, tu nous parles justement des ajustements réglementaires qui ont été décidés par l'Adorna et l'IRTA. Donc, on va balayer parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de wildcard autorisé en 2020, donc on verra pas Lorenzo ou d'autres comme Pedrosa, éventuellement qu'on pouvait... Ou Guintoli. Ou Guintoli, exactement. En tout cas, ils peuvent toujours faire des essais pour le constructeur sur lequel ils travaillent, mais ils peuvent pas faire de wildcard. Donc, au niveau des allocations moteurs, donc cette année, on aura 5 moteurs par pilote pour les constructeurs sans concession, ou 7 moteurs pour ceux avec concession, donc KTM, Aprilia. Donc là, je parle MotoGP. Pour les essais privés, Moto 2, Moto 3, il n'y en aura pas cette année. Et ça coûte trop cher par rapport au budget dans la catégorie, donc on va pas tuer les teams à autoriser les essais privés. Enfin, voilà, j'ai fait le tour allocation moteur catégorie Moto 3, donc c'est pareil, il y a un peu moins de moteurs qui est autorisé vu qu'il y a moins d'amendements. Voilà. On va dire 5 moteurs par pilote sur la saison. Ok, de toute façon, il y avait besoin de prendre une décision sur l'argent, parce que forcément les moteurs et les développements, c'est ce qui coûte beaucoup. Et de toute façon, compte tenu du contexte, s'il n'y a pas de rentrée d'argent, tu peux pas t'es forcément limité dans ton développement et dans la construction des équipements. Donc moi, ça me semble pas illogique. Après, on ne sait pas vraiment dans quelle mesure ça a été discuté avec les teams. J'espère que ça a été d'une part bien partagé, bien décidé, parce que le plus sensible dans l'affaire, c'est clairement les teams.
parce que sans course, il n'y a pas de visibilité. Sans visibilité, les sponsors, ils sont pas là. Et c'est les équipes qui payent les pots cassés, quoi. Donc après, je trouve que c'est certainement la plus sage des décisions, quoi. Après, on peut aussi rappeler que par rapport au MotoGP, les développements sont gelés également pour cette année au niveau du moteur et de l'aérodynamisme, sauf pour KTM et Aprilia, donc qui bénéficient encore de concessions. Donc les motos de cette année et devraient être les mêmes que l'année prochaine d'ailleurs. 2020-2021 sont les mêmes, je crois, à cause de ces bloquements de budget pour garder un plateau homogène et éviter qu'une marque, faute de moyens, se retire de la catégorie. Ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de sauvegardes et de précautions à prendre en compte, quoi. Ça me semble assez évident. Quand même, il y a beaucoup de pilotes qui commencent à rerouler. Il y a pas mal de photos, notamment toute l'équipe Rossi court pas mal. Il y a aussi Zarco qui fait pas mal de tours un peu à droite à gauche et il se balade avec sa Panigale et son petit Ducato là. C'est ça. Il va faire un petit peu le tour des circuits là où il peut rouler. Donc bon, il fait de la borne. On verra ce que ça va donner les premières courses. Mais clairement, tout le monde se prépare, quoi. Mais Rossi, il a aussi fait de la R1 à Misano, je crois. Mais en gros, moi, ça, c'est un truc qui, même en temps normal, me chiffonne. C'est que. Alors, je sais qu'effectivement, il faut que les règles soient bien strict, mais le fait que en tant que pilote, ils touchent pas leur moto réelle si souvent que ça, en fait. Bah non, c'est très encadré les essais. Si personne s'en plaint, c'est que les pilotes arrivent bien à la prendre en main en peu de temps, mais je sais pas si tu vois, c'est comme si les tennisman, ils avaient pas le droit de s'entraîner entre les tournois, quoi. C'est l'image que ça me donne, en fait, par rapport à leur machine de guerre, quoi. Ouais, ils font avec. Ouais, je pense que si c'était vraiment rédhibitoire, ils se seraient montés au créneau. Mais alors autant, pareil, je me suis fait la réflexion, est-ce que maintenant le moteur d'une Panigale, il est assez proche d'une MotoGP dans l'esprit, hein, j'entends, je suppose. Au niveau de l'architecture. Maintenant qu'ils sont passés en V4, c'est moins loin que si c'était un gros bi, quoi. C'est ça, au niveau de l'architecture moteur, c'est la même. Après, on peut pas dire que c'est le même moteur. Je pense que. C'est clairement, oui, non. Enfin, c'est pareil, on se demande toujours, les mecs qui conduisent des motos GP, puis ils vont s'entraîner avec des motos de tout le monde, en fait. Et tu dis, mais comment tu prépares ta session? Ok, donc tu retrouves petite sensation où tu te penches, ou voilà, tu fais un peu de physique, mais à part ça, il n'y a rien, quoi. Ouais, quand même, c'est ce qu'expliquait un petit peu Zarco sur ça, c'est l'histoire de pencher les courbes, etc., ça ils le font avec des motos classiques, mais le fait de récupérer quand même une hypersport comme la Ducati avec laquelle il s'entraîne, ça lui permet quand même de passer au-delà des 300 km/h sur circuit de manière assez fréquente. Donc pour lui, c'est retrouver de la vitesse. Dans ces cas-là, tu te dis pourquoi ils conduisent pas une Superbike, une moto de WSBK. Mais non, parce que ça, c'est pas de la série, une WSBK. Ouais, tu prends une série un peu améliorée. Parce que j'ai vu des photos, t'as l'impression que c'est la moto, il la sort de la concession, quoi. Ouais. T'as l'impression que c'est une moto sortie de concession avec limite les clignots et tout. Bah oui. oui, c'est. Moi, ça me choque pas. Je crois qu'il y a juste un échappement et puis des slicks, quoi. Et puis. Ouais. Mais Quarta, il a aussi tourné en R1. Mais lui, il a tourné avec une moto préparée par Tech Solutions, une moto comme celle qui font, je pense, le FSBK, ce genre de championnat. Après, ils sont limités sur l'utilisation des freins carbone, sur plein de pièces aussi, sur les échappements. Ils peuvent pas avoir l'échappement MotoGP, quoi. Donc ils font avec ce qu'ils peuvent utiliser comme pièces. Et ce qu'il faut, c'est surtout qu'ils retrouvent du rythme, de la vitesse et de la courbe. Enfin, du passage en courbe. Moi, je trouve que... D'ailleurs, c'est étonnant parce que Zarco, on le voit pas souvent rouler sur piste avec des grosses motos comme ça. D'habitude, avant l'année dernière, on le voyait surtout sur ces hypermotards. Parce que KTM, ils ont pas d'ultra sportive non plus.
Mais même sur, il me semble pas quand il était chez Tech 3 qu'il roulait sur une R1, tu vois. Bah après, il était peut-être un petit peu moins médiatique et on le voyait peut-être un peu moins, mais je pense qu'il s'entraînait sur une R1. Après, je sais pas. J'ai pas son numéro, donc je peux pas l'appeler. C'est le 5, je crois. Ouais, c'est le 5, ouais, c'est ça. Après, j'ai pas les autres. J'ai mis du temps à la comprendre, celle-là, mais quand elle est montée, elle m'a fait mal. Ah, désolé, je me chauffe moi aussi. Si on a besoin de retrouver nos marques. On va passer aux autres petites news. Donc, la première, du coup, avec les GP virtuels qui ont été là un petit peu pour combler les petits trous du calendrier. Voilà. Bah, Stéphane, du coup, pour rien pour toi. Pas pour rien. Bah, tu veux juste des pilotes dans des petites fenêtres porter leurs casquettes et leurs t-shirts. Bon, Yamaha, machin. Voilà, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Pierre. C'est comme si on se filmait en train de jouer à la console. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Voilà, quoi. Je suis assez d'accord sur la remarque de Stéphane. Maintenant, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu vois vraiment que tous les pilotes sont quand même des battants. Ils sont tous hyper concentrés, ils ont tous envie de gagner. Quartararo, c'est un gros rageux quand il perd. Alors c'est bonne ambiance toujours, hein, mais c'est un gros rageux. Et puis Lorenzo, il débarque sur le GP virtuel de Silverstone, c'est pas pour rien, il le gagne, quoi. Donc c'est vraiment il y a une ambiance particulière où tu retrouves l'esprit de compétition qu'ils ont, je pense, dans la vraie vie pour tout, quoi. Ouais, mais bon, je trouve que c'est pas, y a rien, quoi. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai pas tout regardé parce que je trouve que c'est pas pareil. Et puis, si je veux voir des courses virtuelles, je regarde ceux qui sont pros pour faire de la course virtuelle. Tu vois, les mecs, ils prennent les virages hyper larges, ils repartent sur l'herbe, ils reprennent les vibreurs, ils gagnent la course. Tu dis, bon, en vrai, ça se passe pas comme ça. Oui, mais ça reste du jeu vidéo. J'en ai vu couper des virages et qui ont pas été sanctionnés. Hein. Je vais peut-être faire le montage, moi. Non, mais par contre, MotoGP.com, Dorna, je sais pas quoi, il fallait bien qu'ils nous filent des sucres en nous les montrant. Alors, soit ils nous les faisaient défiler sur des chars, soit ils les filmaient en train de faire un paintball ou un Koh-Lanta. Donc, je suis d'accord aussi, Pierre. En fait, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était la bonne ambiance. Ouais, c'est pas même relatif, parce que même s'ils veulent gagner, ça se chambrait un peu. Et moi, un truc qui m'a fait rire, entre guillemets, c'est que à un moment, Quartararo éclate Viñales façon Iannone de la belle époque, tu vois. Et après, ils se chambrent les deux et ça fait marrer, sachant qu'ils seront dans le même box la saison d'après. Bon, après, t'as toujours aussi un peu de com, parce que tu voyais Marquez, il a bien mis en évidence tous ces trophées derrière les casques. Évidemment. Après, il sait plus où les mettre non plus, hein, donc. Bon, j'ai la place chez moi. Hein. Oui, bah oui, il va te ramener les cornes de vache du quota, tu vas être content, tu vois. En fait, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que ça servait certes à rien, mais ça faisait un peu plaisir. À mon faible niveau, c'est-à-dire que tu les vois, quoi. Regardez, ils sont là, ils sont pas morts. Et finalement, je me suis dit. Rossi est en vie, c'est pas une légende. C'est une légende, Rossi, et il est en vie. Non, mais oui. Il y en a un qui m'a fait marrer, je sais plus si c'est Rabat ou un autre. Il y avait sa frangine et sa daronne derrière qui arrêtaient pas de passer. Elle mettait la table. C'était allé chez Spargaro, non? Ah, c'était Spargaro. Rabat, je crois qu'il a pas payé pour. Non. Ah oui, il a pas payé pour. Il a été payé son jeu, en fait. C'est bande d'arcade. Il a acheté la console. Oui, il était obligé de tout payer. Ah, mais il a fini dans le top 5, hein, c'est pas mal. Oui, en plus. Pierre, tu nous parles un petit peu des essais privés? Oui. Rapidement. On a eu KTM qui a des concessions et qui a commencé dès fin mai à rouler avec Paul Espargaro et Dani Pedrosa à Spielberg. Donc Brad Binder, lui, avait pas pu venir parce qu'il était bloqué en Afrique du Sud avec les restrictions de déplacement. On a eu également des tests privés à Aprilia, cette fois à Misano. Il y a que Bradley Smith qui a roulé. Et enfin là, ça a commencé aujourd'hui et ça va durer 3 jours. À Misano, on a Aprilia, Ducati, KTM, il y a eu Suzuki aussi, où il y a Guintoli qui a roulé, Pirot pour Ducati. Pour Aprilia, il y avait Smith,
et Aleix Espargaro. Et pour KTM, il y avait les 4 pilotes, les 2 Tech 3 et les 2 officiels. Donc voilà, il y avait également du World Superbike avec Chase Davis et Scott Redding pour Ducati, je crois. Donc il y a pas mal de monde, ça devait être sympa d'être à Misano aujourd'hui. On se retrouverait presque à Carole. Et bien tiens, parlons-en de Carole justement. Pierre, ouais. tu veux poursuivre avec le GMT 94 du coup? Donc ouais, on a eu GMT qui nous a fait une com assez soutenue sur les réseaux sociaux, mais c'était pas pour des salades, avec Jules Cluzel qu'ils ont invité à venir rouler à Carole pour reprendre un peu le rythme sur sa super sport de compétition et au passage de battre le record absolu du circuit en roulant en 58 secondes et 946 centièmes. Donc c'est stratosphérique comme temps à Carole. Le précédent record était détenu par David Cheka depuis 2013 sur la R1 d'endurance du team toujours GMT. 2013 ouais. C'est ça, c'est 2013. Et du coup, ouais, non, c'est vraiment un truc de fou ce qu'il nous a fait Jules. Donc voilà, il y aura un reportage, je sais pas si l'épisode sera monté à temps sur France O. Non, pas ce dimanche. Monté à temps. Bon, il y aura un reportage à retrouver peut-être en replay sur ce record, sur le replay de France Télévisions. Ouais. Et puis voilà, donc on voit que la moto elle roule bien. Jules a profité du confinement pour être au top également. Donc on attend avec impatience la reprise du Super Sport. Et donc il y aura bien 2 courses de Super Sport par week-end, ça c'est bien je trouve. Parce que finalement on se dit souvent le Super Sport c'est plus intéressant limite que le 1000. Et là la Dorna ils font 2 courses par week-end, donc je trouve que c'est bien. Ouais. On va en discuter après de toute façon. Ouais. Mais on fait un gros bisou à Christophe Guyot, qui se remet de la bonne bourre qu'il a pris justement à Carole, puisque le temps que Cluzel prenne des sessions, le circuit était utilisé par les R3 pour des formations de pilotes. Et il a chuté et donc pas mal de fractures, poumons perforés, etc. Donc on lui souhaite de se remettre vite et de pouvoir retrouver la santé pour poursuivre l'équipe toute la saison quoi. Ouais, et puis Gala lui-même très tôt après s'être bien éclaté, il disait que c'était cool parce que la personne qu'il a évité, enfin il a chuté en évitant quelqu'un, cette personne n'avait rien, tu vois. Lui il devait être sous morphine. Il dit c'est cool, il n'a rien. C'est du Christophe Guyot quoi. Et justement on va parler un petit peu du calendrier Superbike Super Sport. Donc la course de Phillip Island s'était courue donc sans les Super Sport 300, mais ça va reprendre donc le 2 août à Rérez, le 9 août donc sur le circuit d'Algarve, Portimao. Après eux ils ont un calendrier qui est quand même un petit peu moins dense, mais il va y avoir 2 courses à Aragon, donc fin août et début septembre, le week-end du 6. Puis ça va enchaîner avec Barcelone le 20 septembre, qui a réussi à se maintenir. Et donc Manicourt le 4 octobre. Et donc il y a un back-to-back avec l'Argentine qui s'organise le 11 octobre. Donc là, ça va être à mon avis compliqué, mais là, ça reste à confirmer. Et pareil pour Misano, qui est prévu normalement le 8 novembre, mais qui reste à confirmer. Et là, c'est pareil. Il y a encore 3 circuits qui peuvent encore espérer s'insérer dans le calendrier. Donc Donington, Assen et le Qatar. Mais pour le moment, il n'y a pas de date. Donc on verra comment ça va s'articuler. Et puis comme tu l'avais dit Stéphane, donc il va y avoir 2 courses en Super Sport et en Super Sport 300 par week-end, donc une le samedi, une le c'est ça. Et puis bon, Commanda a quand même des grosses chances de titre français, donc c'est bien je trouve. Ouais. La question que j'avais par rapport aux 2 courses, surtout en Super Sport 300 où on sait que les budgets ils sont serrés, est-ce que ça va être facile pour les teams de gérer 2 courses dans le week-end, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'il faut en termes de pièces sur la moto quoi. Faut pas tomber quoi en fait. Oui. Après je sais pas du tout ce que représente ce budget-là on va dire d'une course de rab versus un déplacement et tout team. À part un train de pneus et un peu d'essence, il n'y a pas grand-chose. Ouh.
à dire ça aux mécanos qui se tapent des vidanges jusqu'à pas d'heure et des changements d'embrayage, quoi. Non, mais les mecs sont déjà en termes de consommables. Les pneus Après, ils sont gérés par l'organisation. De toute façon, je crois que c'est Pirelli. Donc ça, c'est pas trop dans le budget des teams, les allocations de pneus. Mais moi, je parle plutôt des allocations moteurs. Qu'est-ce que un moteur est-ce qu'il va tenir 2 courses d'affilée, hein, je parle, même si c'est pas tout à fait la même chose que 2 courses différentes à un mois d'écart. Ouais. Ouais, c'est clair, on va... Après, s'ils font un peu moins d'essais, du coup, tu peux peut-être compenser en faisant moins d'essais sur le week-end et une course en plus. Ça sera une bonne question, enfin plein de bonnes questions à poser à Rémi Guyot. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que comme pour le MotoGP, on va dire que la péninsule ibérique sauve le calendrier du World SBK. C'est clair. Ouais, on va dire qu'elle est pas... Elle est pas oubliée. On va dire que la Dorna est bien implantée en Espagne. Ouais. Bon, après, il faut être tout à fait honnête, c'est le pays européen rêvé niveau climat. Ouais, c'est vrai. Oh, t'as l'Italie aussi. Non, certes, mais par exemple, si c'est le reste de la Frontera, qui est souvent le premier européen, en fait, il est près du détroit de Gibraltar. C'est quasiment l'Afrique du Nord en termes de chaleur. C'est sûr qu'il y a rarement de la flotte là-bas. Pour l'instant, attention, hein, le réchauffement climatique, tout ça. Où est-ce qu'il y avait plus comme pas possible? C'était au Qatar qu'il y avait eu des trompes d'eau il y a 2-3 ans, je crois. Donc, voilà, pour l'instant, c'est vrai que l'Espagne peut se targuer d'avoir un climat potable, certes. Et en Superbike, on peut signaler aussi la signature de Johnny Rie chez Kawa pour 4 ans. Oui, encore. Donc on va en prendre pour 4 ans peut-être. Il nous fait une Marquez. Bah, à la limite, c'est pas si mal comme ça fait la référence, si j'ose dire. Ah bah ça va être l'homme à battre. Ouais, clairement. Après, je sais pas où en est Redding de son passage du BSB à la mondiale. Ça, on verra. De toute façon, c'est pareil, on verra assez vite. Mais ouais, ça peut être intéressant. Hein. Après, de toute façon, Réa, oui, il va être là. Enfin, il va finir sa carrière finir sa carrière là, quoi. Je pense que si ça continue comme ça, il va enquiller les titres. Lui, c'est pareil, il aura bientôt plus de pièces dans la maison. Le syndrome Sébastien Loeb. Qui est-ce qui veut nous parler un petit peu d'endurance ? Début juin, on a perdu les 8 heures de Recherche-les-Bonnes qui devaient avoir lieu. Hein. Ça a été annulé, pareil, pour cause de coronavirus. Donc, on a les 24 heures du Mans qui sont décalées et qui sont maintenues à fin août. Ça, par contre, je crois que ça a été confirmé que ce serait à huis clos. Ouais. Ensuite, on a un deuxième bol d'or cette saison début septembre. Enfin, mi-septembre. Et enfin, on finit toujours la saison à Suzuka, mais cette fois, au lieu de juillet, ce sera du coup le 1er novembre pour les 8 heures de Suzuka. Donc moi, j'espère que c'est l'occasion pour l'endurance de se caler enfin sur une année civile à partir de maintenant, hein, vu que la saison se termine en novembre, ils pourraient la reprendre au mois de mars et arrêter d'être sur 2 années civiles chaque année. Maintenant, voilà, après, ils auront juste perdu une course. Au final, ils s'en sortent pas si mal, je pense. Ouais, à savoir que moi, ce qui me tape dans l'œil tout de suite, c'est que Suzuka va être pendant la saison MotoGP. Donc, il pourra pas y avoir d'attelage miracle, on va dire, avec voilà, des pilotes d'équipe satellite qui vont aller rouler. Et je pense que ça va être un petit peu pareil pour le World Superbike qui sera pas fini. Donc ouais, ça va être des 8 heures de Suzuka qui vont se courir à mon avis entre japonais, enfin avec des gros contingents de pilotes japonais, et on va voir ce que ça va donner. Ouais. Ça va changer du coup. Ouais, du coup ça peut rebattre les cartes un petit peu et puis après voir comment ils vont l'organiser. Comme tu disais, sur une année civile, ça peut être intéressant. Mais je pense que Suzuka voudra toujours se positionner en intersaison de la saison MotoGP pour justement pouvoir aller piocher des pilotes sur la grille. Donc on verra, mais bon, après, vu le contexte, c'était pas facile de remobiliser un calendrier, et c'est bien qu'ils aient réussi à le faire. Parce que l'endurance, mine de rien, ça a toujours été un petit peu je dirais pas le parent pauvre, mais un petit peu à part de la moto. Et c'est beaucoup de teams privés qui sont aussi fragiles, et c'est pas facile de garantir tout ça, quoi.
Et on va clôturer du coup avec le calendrier du French Superbike où il va y avoir une seule date annulée, donc celle du Mans. Et Manicourt, ça va se courir début août, donc le 2 août. Carole, le 23 août. Lédenon, le 13 septembre. Et Pau, le 18 octobre. Et Nogaro, qui va clôturer le 25 octobre. Donc là, c'est pareil. Ça va faire 5 courses nationales. Donc, à savoir qu'il y a pareil 2 courses par week-end. Donc, 2 courses le dimanche. Donc, ça va faire aussi... un championnat un petit peu plus court, mais c'est aussi bien que ça puisse se courir quand même. Après, bon, si on t'est mauvaise langue, Manicourt le 31 juillet, ça sera un peu comme du huis clos. Je te trouve méchant, parce que si tu veux aller à Manicourt, au mois de juillet, c'est la bonne période. Et je dis pas ça parce que j'ai passé l'après-midi avec un Nivernais. Non, mais la Nièvre, ça fait pas rêver. Hein. Elle est pas réputée pour ses plages de sable blanc. Ouais. Oh, il est bien le circuit. Non, le circuit est bien. Ouais, oui, voilà. Ouais, de toute façon, quasiment tous les Français, ton serviteur est compris, planifient ses vacances en France cet été, donc il faut bien aller quelque part. C'est ça. Tous en Bourgogne. Exactement, voilà. Tous en Bourgogne. Et c'est la Bourgogne aux escargots. Voilà. Exactement. Bon, du coup, on a fait le tour. Donc on rappelle la date fatidique. 19 juillet. Le 19 juillet, donc qu'on se le tienne en pour attendant de voir s'il y a d'autres officialisations de pilotes d'ici là. Oui, après il y aura peut-être du cancan. Ou du cancan confirmé. On verra ce qui va se décider. Après, c'était quand même, je pense, très compliqué pour la Dorna pour organiser un calendrier. Ils ont réussi à faire quelque chose, ce qui va quand même permettre d'assurer une année enfin pas une année, mais d'assurer un championnat. Moi, j'ai pas vu grand monde se plaindre en fait de championnats. Enfin, faut pas oublier le Superbike. Oui. Oui, parce que c'est sous l'égide de la Dorna aussi. Oui. Enfin, de pouvoir organiser ces 2 championnats. Donc, et là, c'était un défi en plein mois de mars-avril. C'était pas gagné, quoi. Donc c'est en bonne voie. Ouais, comme tu l'as dit, ils ont eu le bon goût de l'annoncer tôt. Ce qui prouve alors soit qu'ils sont optimistes, soit qu'ils sont sereins. Mais je pense ils ont fait ça sentait pas la panique, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ouais, après, ça s'est quand même très vite organisé avec des restrictions sanitaires assez proches de ce que nous, en tant que citoyens, on a vécu, hein, c'est-à-dire effectif réduit, déjà d'une part monopoliser assez de tests pour pouvoir tester tout le paddock à son arrivée et à son départ, donc ce qui est quand même la base pour sécuriser un petit peu la transmission du virus sur le site concerné. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une gestion de crise assez... moi, je l'ai trouvé mesurée et cohérente. Après, il y a quand même un bémol, c'est qu'il y a des circuits qui avaient relativement bien anticipé la crise du coronavirus et qui s'étaient reprogrammés pour la fin de saison, enfin au mois d'octobre-novembre, et ces circuits-là, au final, ils n'ont pas été retenus dans la forme finale du calendrier. On a préféré les Grands Prix européens à juste titre, hein, il y a des raisons qui le justifient, mais entre guillemets, ces Grands Prix, du coup, je pense notamment au Japon, aux USA, ils passent à la trappe, quoi. Alors qu'ils avaient tout de suite réagi, contrairement à d'autres où c'était non, vous inquiétez pas, pour l'instant, on bouge pas, quoi. Ouais, mais parce que tu vois, si on pouvait pas partir hors d'Europe et ils avaient pas commencé à dire on fait les grands prix extra-européens pour après qu'ils soient annulés, je pense. Après, c'est comme tu l'as dit, Pierre, hein, je pense qu'il y avait un compromis à faire entre le coût logistique de cette saison tronquée, on va dire, et l'organisation, quoi. C'est-à-dire que là, je pense que ça a dû se faire des nœuds dans la tête, quoi. Sur ce, messieurs, est-ce qu'on clôture sur ces notes d'optimisme forcené ? Tout à fait. Il y a plus le 16 juillet pour la conférence de presse du jeudi. Hein. Il y aura Lorenzo. J'espère qu'il y aura quand même un peu de parlotte, des Miller ou des Crutchlow, tu vois, les gens qui parlent, quoi. Moi, j'attends Pete Bera. C'est notre champion, lui. Mais je suis peut-être qu'il aurait été coaché. Enfin, c'est lui qui est méchant, c'est pas toi.
Là, je sais pas si on peut être méchant avec Pete Bayer, tu vois, d'un terme technique, tu parles quand même du mètre. Bon, sur ce, messieurs, on se dit à très bientôt. Talk to you soon. Yes. Ciao. Salut. À la prochaine. Ciao. Monde.